Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Tournée d'inspection des chantiers du Pujemu, le ministre du cadre de vie. Une information d'importance, l'ouverture dès demain de l'embouchure du fleuve Mono. Cette mesure vise à réduire l'inondation dans les zones côtières. Vers la prise en charge globale de la gratuité de la césarienne, l'application de cette nouvelle mesure fait l'objet d'une étude par les acteurs du monde sanitaire. Et puis les membres du comité ad hoc chargé de la finalisation de l'avant-projet partenariat public-privé ont été installés ce mardi. Ils ont pour mission de soumettre au gouvernement, au terme de leurs travaux, un avant-projet de loi portant cadre juridique du partenariat public-privé. À nouveau, bonsoir et puis un invité dans cette édition, José Didier Tonato, bonsoir. Vous êtes le ministre du cadre de vie et du développement durable. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler des dispositions urgentes prises pour soulager les zones côtières de l'inondation. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. À tout à l'heure. Le ministre du cadre de vie et du développement durable a achevé ce mardi son périple dans les villes où le Pujemu a initié des projets d'assainissement. José Tonato était dans ce cadre à Ouida et à Bomé-Calavi. Alain Dossiovo, Francis Faton pour le point. Il s'agit pour le ministre chargé du cadre de vie et du développement durable d'aller constater l'état d'avancement des différents travaux entrepris dans les communes de Ouida et d'Abomey-Calavi par le projet d'urgence de gestion de l'environnement en milieu urbain Pujemu. À Ouida, c'est le site de regroupement des ordures ménagères de Gomé situé derrière l'ancien cimetière de Ouida qui a été en premier visité par le ministre et sa suite. Ici, comme à Agandji, où le même ouvrage a été réalisé, les travaux de génie civil sont pratiquement terminés. C'est vrai qu'il reste quelques problèmes d'équipement pour pouvoir les rendre fonctionnels. Mais toujours est-il que du point de vue des travaux génie civil prévus au titre du Pujemu, on est quasiment à 98% d'exécution. L'autre ouvrage réalisé à Ouida, c'est la réhabilitation du collecteur d'eau pluviale de Tové. D'une longueur de 790 mètres, les travaux démarrés depuis 3 mois semblent piétiner. C'est un collecteur cadre fermé, en partie, et trapézoïdal pour la partie qui se trouve vers l'exutoire. Pendant la saison des pluies, c'est tout un problème pour les populations environnantes. Donc aujourd'hui, c'est une joie pour tout le monde que les travaux aient commencé. Donc l'objectif est atteint, je suis satisfait. Le Pujemu évolue très bien à Ouida, sauf pour la construction du collecteur, mais nous ne sommes pas encore inquiets. Après Ouida, c'est le site de décharge finale des déchets solides de Ouessé situé dans la commune de Ouida qui a reçu la visite du ministre José Tonato. Il s'agit d'aller s'informer des conditions de stockage, d'atténuation et de transformation des ordures en compost pour son utilisation par les maraîchers. Après Ouessé, cap a été mis sur l'arrondissement de Révier, une cité dortoir qui abrite plus de 70 000 habitants. À Révier, le Pujemu réalise la construction du pont de Sado au niveau de la digue. D'une longueur de 200 mètres, la réalisation du dit pont et des voies d'accès est prévue pour s'achever le 28 février 2017. La réalisation de ce pont, qui est un ouvrage très très important que Pujemu est en train de réaliser pour la commune, n'aura pas de sens si le contournement n'est pas réalisé. Donc pour moi déjà, l'engagement pour les grands travaux de ce pont, c'est déjà un acquis. Calavi, comme vous l'avez bien vu, reçoit l'infrastructure phare de la deuxième phase de ce programme. Aujourd'hui, c'est une entité unitaire dans lequel il faut régler les problèmes de mobilité, les problèmes d'infrastructure, les problèmes de gestion foncière, d'assainissement, donc plein de problèmes qui doivent être résolus. Le Pujemu est comme un élément qui amorce la pompe de ce qui va arriver dans les années qui viennent. L'étape de Révier met ainsi fin à la tournée entreprise par José Didier Tonato dans les villes de Cotonou, Saint-Lepoudji, Porto Novo, Ouida et Calavi pour le même exercice.
Bonsoir, Monsieur le ministre. Au cours de votre tournée, vous avez sillonné les zones touchées par l'inondation. Vous êtes sur ce plateau pour nous en parler. Dites-nous, quelle est aujourd'hui l'ampleur de la situation, surtout dans les zones côtières? Merci, monsieur le journaliste. L'ampleur de la situation est qu'aujourd'hui, toutes les lagunes côtières, depuis Grand Popo, Bécon jusqu'à Tobin, dans la commune d'Abomey-Calavi, y compris même quelques embranchements jusqu'à Agla, sont complètement débordés. C'est un débordement qui est dû à la fermeture artificielle de l'embouchure, la bouche du roi que vous connaissez très bien, là où le fleuve Mono se jette dans la mer par le chenal Haro, à Grand Popo. Cette embouchure est fermée. Cette embouchure est fermée pour une raison simple. Généralement, ça se ferme en septembre, mais ça arrive plus tôt parce qu'il y a eu quelques événements, quelques actions de l'homme qui ont accéléré le transit au niveau du littoral. Premièrement, le barrage de Nagbeto que nous connaissons très bien, mais aussi et surtout la protection côtière qui est intervenue dans le pays voisin du Togo, qui a déporté l'érosion côtière chez nous, qui a accéléré ce processus-là, de telle sorte qu'aujourd'hui l'embouchure est fermée, il n'y a plus d'écoulement normal, tout le système de lagunes côtières déborde, ça fait que tout le littoral, depuis Grand Popo, en passant par Ouida, et toute la zone Djegbadi jusqu'à Tobin est débordée, les populations vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, monsieur le ministre, l'ultime alternative aujourd'hui, c'est l'ouverture de l'embouchure du fleuve Mono. Oui. L'ultime alternative, c'est l'ouverture de l'embouchure du fleuve Mono. C'est un processus assez complexe et long. Il faut d'abord s'assurer que toutes les conditions techniques liées à la marée, vous savez, c'est quand la marée est complètement basse qu'il faut ouvrir. Mais ensuite, il faut convenir avec les populations de la date qui est la plus propice pour elles. Parce que vous savez, quand c'est fermé comme ça favorise aussi le développement des poissons. Donc, c'est une négociation relativement longue. Certains veulent que les poissons grandissent, d'autres sont dans des conditions extrêmement difficiles. Il appartient au gouvernement de trouver un terrain d'entente avec tout ça, un compromis. Et c'est cette négociation-là que nous avons menée depuis plusieurs semaines. Et depuis dimanche, le chef de l'État est intervenu personnellement pour accélérer la situation. Et donc aujourd'hui, avec les populations de Grand Popo, avec la mairie de Grand Popo, avec les dignitaires de Grand Popo, nous avons convenu d'ouvrir l'embouchure demain, 15 juin 2016. Alors cette mesure va véritablement soulager cette zone côtière et surtout les populations qui vivent. Oui, cette mesure va soulager, d'autant plus que dans les jours qui vont suivre, 4 à 5 jours, l'eau va se retirer et donc les populations seront vraiment soulagées. Je voudrais dire que il faut remarquer et il faut insister sur le fait que notre côte a besoin d'être gérée de façon rationnelle et durable. Que des mesures doivent être prises, des mesures qu'on n'a pas souvent prises ces derniers temps, par rapport aux investissements qui se font dans les pays voisins, par rapport à la façon dont nous-mêmes nous devons gérer notre littoral pour qu'il y ait de moins en moins de problèmes. C'est ce que le PUGMI a essayé de faire. Nous avons aujourd'hui une étude qui va réfléchir sur la gestion rationnelle de toute la côte. C'est une instruction du président de la République. Et dans le même temps, nous allons penser à la stabilisation de l'embouchure. Cette embouchure mérite d'être stabilisée pour que les populations soient dans des situations moins dramatiques. Alors quel va être le sort de Cotonou en dehors de cette mesure urgente que vous voulez prendre, l'ouverture de l'embouchure, notamment les quartiers comme Agla, Vossa et autres à Cotonou, qui sont également touchés par l'inondation? Généralement, effectivement, c'est déjà, comme je le disais, cette mesure va permettre de soulager les populations des lagunes côtières. Mais quand on prend le cas spécifique de Cotonou, Cotonou aujourd'hui a bénéficié de l'élaboration d'un plan d'assainissement. Ce plan d'assainissement indique que l'assainissement primaire, les grands collecteurs, il nous faut environ 400 milliards de francs CFA. Quand on ajoute les collecteurs secondaires, la desserte, il faut doubler, aller vers 1000 milliards. Donc c'est une intervention programmée. C'est également des mesures courageuses qu'il faut entreprendre pour dégager les exutoires naturels que nous avons passé le temps
à occuper et à combler. Donc c'est une action méthodique qui va se mettre en place par le gouvernement dans les années qui viennent pour régler durablement la question des inondations et de l'assainissement de la ville de Cotonou sur la base du plan directeur d'assainissement qui a été élaboré dans le cadre du PGMU. Merci à vous, monsieur le ministre José Didier Tonato. Je rappelle que vous êtes le ministre du cadre de vie et du développement durable. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Suite de cette édition, direction la Marina, ce sont au total 8 ambassadeurs qui ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État ce mardi. Les diplomates qui ont été reçus au palais de la Marina par le président Patrice Talon proviennent de l'Espagne, de l'Indonésie, de l'Éthiopie, de la Corée du Sud, du Rwanda, de l'Afrique du Sud, de l'Australie et du Congo-Brazzaville. C'est la nouvelle ambassadrice du Sud-Africaine qui a ouvert le bal de cette cérémonie hautement protocolaire. Le compte-rendu avec Renoir Capot. Le drapeau sud-africain flottait au vent quand la nouvelle ambassadrice de la nation arc-en-ciel près le Bénin effectuait son entrée ce mardi au palais de la Marina. Revue de la garde d'honneur et hymnes nationaux, Nolu Tando Mayende Sibia a observé le rituel consacré avant sa prise officielle de fonction au poste d'ambassadeur au Bénin. I wish to say thank you to the Beninese people for that. La chaleur de l'accueil qui m'a été réservé depuis mon arrivée me témoigne de la qualité des relations que nous allons entretenir durant les 4 prochaines années, et c'est à cela que je voudrais déjà m'atteler pour la réussite de la coopération qui va davantage rapprocher nos deux pays. À sa suite, c'est l'ambassadeur Alfonso Barnuevo qui fit son entrée au palais de la Marina au son de la marche royale, l'hymne national du Royaume d'Espagne. À l'issue de la cérémonie qui a consacré sa prise de fonction officielle, le diplomate ibérique lève un coin de voile sur la feuille de route qu'il entend concrétiser pour une consolidation des relations de coopération entre le Royaume d'Espagne et le Bénin. On a des échanges de 85 millions d'euros, c'est beaucoup. On a étudié comment est-ce qu'on peut augmenter le niveau de nos échanges, comment on peut faire nos relations encore plus étroites. Ça a été une très bonne discussion. Je suis très content avec le dialogue qu'on a eu avec le président Talon. Jean-Marie Moueli est le diplomate qui est désormais au service de la coopération entre le Congo-Brazzaville et le Bénin. Dès son installation officielle, le nouvel ambassadeur congolais a promis œuvrer pour un renforcement de l'axe de coopération entre Cotonou et Brazzaville. Les relations entre nos deux pays sont des relations assez anciennes. Par rapport à la volonté de nos deux chefs d'État, il est question qu'on donne une impulsion nouvelle à cette coopération pour qu'elle soit réellement visible. Et c'est la mission pour laquelle les orientations ont été données pour faire en sorte qu'on a de l'avant. Dans le balai incessant des diplomates, l'Éthiopie, l'Indonésie et le Rwanda se sont signalés par leurs différents ambassadeurs. À tour de rôle, ils ont officialisé leur entrée en fonction à la suite de la traditionnelle cérémonie de présentation des lettres de créance. À 1000 lieues des côtes béninoises, l'Australie pourrait se révéler comme une terre d'opportunité pour le Bénin en termes de coopération. L'ambassadeur extraordinaire Paul Lehmann, le nouvel ambassadeur australien accrédité au Bénin avec résidence à Abuja, en fait déjà son sujet de préoccupation. Et pour un partenariat gagnant-gagnant, il ambitionne d'explorer tous les créneaux porteurs de prospérité. Mon travail ici, créer de nouvelles opportunités sur le plan de l'industrie, de commerce, de l'éducation, des échanges culturels, toutes les choses. Parce que nous avons un grand intérêt dans l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. 8 nouveaux ambassadeurs pour prendre le relais au sein du corps diplomatique qui opère ainsi une nouvelle mue. Au-delà de la solennité qui sied à la circonstance, ce sont de nouvelles perspectives qui se profilent à l'horizon dans les relations de coopération entre le Bénin et ses différents pays.
On quitte la marina pour parler santé. Dans la politique de gratuité de la césarienne, d'autres aspects pourraient être pris en compte. Une étude des coûts de dispositifs de gratuité de la césarienne a livré son verdict ce matin au cours d'un atelier. L'objectif est de parvenir à une prise en charge qui donne accès au plus grand nombre. Jules Koueko, Jean-Claude James. Depuis le 1er avril 2009, la césarienne gratuite est devenue une réalité. Après 6 ans de mise en œuvre, des ajustements se sont révélés nécessaires. Pour y arriver, les parties prenantes ont étudié les coûts du dispositif de la gratuité. Le montant de la subvention aujourd'hui qui est de 100 000 francs, il faudra peut-être en rediscuter parce que depuis 2009, les coûts ont quand même pas mal augmenté. Nous avons regardé au travers des tarifs et de tout ce qui était intrant, donc médicaments, produits pharmaceutiques, pansements, etc. Et donc les coûts ont beaucoup augmenté. Donc on s'orienterait, je dirais, peut-être plus vers 150 000 francs que 100 000. Mais bon, ça reste aussi bien sûr à voir en fonction des moyens financiers de l'État, etc. Grâce à l'appui de l'Agence française de développement, l'Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne dispose désormais d'un outil indispensable pour relever les défis de la mise en œuvre. Notre plaidoyer reste actif auprès du gouvernement et des partenaires techniques et financiers en vue de continuer à nous appuyer pour le renforcement du plateau technique des hôpitaux agréés, mais également en vue de l'augmentation de la subvention afin que nous honorions toutes les factures à nous adresser par les hôpitaux agréés. Je veillerai à ce que tous les acquis de cette journée soient sauvegardés et pérennisés par la mise en place de mécanismes efficients concourant à la réalisation des recommandations évoquées. À la date du 31 décembre 2015, avec les 48 hôpitaux agréés, 162 745 césariennes ont été réalisées et validées. Sur ce même registre, le Bénin a célébré ce mardi la 15e journée nationale de la médecine traditionnelle, une initiative du ministère de la Santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et l'Association des praticiens de la médecine traditionnelle. Bénédicte Possou et Rachidat Biomama pour le point. C'est en 2001 que cette journée a été instaurée. Une célébration destinée à marquer l'intérêt que le Bénin accorde à la valorisation des plantes médicinales. Une journée que nous célébrons tous les ans pour faire le plaidoyer, pour rappeler que la médecine traditionnelle, c'est 80% de la population qui y a recours. Pour rappeler que les guérisseurs traditionnels sont à l'avant-garde des épidémies. Donc c'est une journée pour rappeler leur force. Au Bénin, le ratio, c'est un guérisseur pour 800 habitants, alors que nous avons un médecin pour près de 8000 habitants. Cette contribution positive est reconnue par le gouvernement qui insiste néanmoins sur la qualité des produits proposés. Le besoin de tirer parti des expériences acquises en médecine traditionnelle est bien perçu par le gouvernement béninois. Mais des efforts restent à fournir pour assurer l'intégration de cette médecine du point de vue de l'offre de soins, de l'éducation, de la formation et de la réglementation. L'accent devra être également mis sur les mesures à prendre pour garantir la qualité, l'efficacité et l'innocuité des médicaments à base de nos plantes. Pour y arriver, il faut un certain accompagnement. Il faut accompagner les guérisseurs. Et ça, il faut vraiment davantage investir dans la médecine traditionnelle, accompagner les guérisseurs pour réaliser les essais cliniques, pour suivre toutes les étapes. Parce que nous avons un document, un cadre réglementaire bien établi aujourd'hui au Bénin, mais nous avons besoin davantage de ressources pour accompagner les guérisseurs dans ce processus. C'est immense ce qu'ils peuvent faire. Au moins, on est arrivé à enregistrer aujourd'hui au Bénin des médicaments issus des plantes et puis mis sur la liste des médicaments au Bénin et distribués dans les officines et prescrits par les médecins. C'est déjà un grand pas. En marge de cette 15e célébration se tient une foire où il est loisible de découvrir le large éventail de produits fabriqués au Bénin à base de plantes. La recherche devra cependant être renforcée pour plus d'efficacité. Autre actualité, la paix et la sécurité sociale des albinos préoccupe l'ONG Valeurs Albinos dans le cadre des activités marquant la journée internationale sur la sensibilisation à l'albinisme. Cette ONG est revenue à travers ses activités sur l'inclusion obligatoire des albinos. Roland Chapwe, Mesme Adiso. Ensemble pour la cause des albinos.
À travers cette marche exécutée de Wiho au ministère en charge des affaires sociales ici au quartier Kadéroun, ils expriment leur ras-le-bol. Ras-le-bol contre les agressions et assassinats de toutes sortes commis sur certains albinos. En effet, ils ont le droit et veulent vivre comme les autres enfants, tant ils ne sont pas une créature ingrate. Je ne suis pas beau. Beauté. Es-tu physique, moral ou spirituel? Être physiquement beau, est-ce une fin en soi? Si oui, à cette allure, fausse route vous faites, frères et sœurs. Nombreux sont-ils ici à exprimer leur albinos pride. Lui, c'est Anissé Soyini, alias Nice. Il est musicien et rappeur. Il n'y a pas que lui. Regardez cette demoiselle. Elle est plutôt une damoiselle aux atouts bien désirés. Halte alors aux discriminations diverses dont les albinos sont victimes. Certains d'entre eux sont déjà morts ou sont sur le point de mourir du cancer de la peau. Des cas de disparition de personnes atteintes de l'albinisme sont fréquents et laissent parfois indifférents les autorités politiques de notre pays. L'instauration de cette journée de sensibilisation permettra d'attirer l'attention des décideurs sur leur rôle pour l'inclusion sociale des albinos. Pour l'ONG Valeurs Albinos, la personne humaine est sacrée et doit être protégée à tout prix. Bien en accord avec les organisateurs de cette journée, le directeur du cabinet du ministre en charge des affaires sociales estime qu'on doit cesser de traiter les enfants albinos comme des diables. Dans la nouvelle approche du nouveau régime aujourd'hui, c'est d'assurer une protection inclusive à tous les citoyens. Les albinos, les citoyens béninois albinos ont des droits que nous allons leur reconnaître. L'ONG Valeurs Albinos œuvre pour l'inclusion, la valorisation et la défense des droits des personnes atteintes de l'albinisme au Bénin depuis 7 ans. Les membres du comité ad hoc chargé de la finalisation de l'avant-projet partenariat public-privé ont été installés ce mardi à Cotonou. Ils ont pour mission de soumettre au gouvernement au thème de leurs travaux un avant-projet de loi portant cadre juridique du partenariat public-privé. Prévenez-nous Théo pour le point. Le gouvernement mise sur le partenariat public-privé pour réaliser ces grands projets. Mais avant, il va falloir travailler à la mise en place d'un cadre juridique. C'est cette tâche qui est confiée à ce comité composé de représentants des ministères, du Parlement et des institutions. Cette équipe dispose de 30 jours pour élaborer l'avant-projet. Rien d'important en termes d'investissement structurant ne peut avoir lieu sans le partenariat public-privé. Des initiatives diverses ont été prises. L'Assemblée nationale s'est engagée dans la proposition d'une loi portant partenariat public-privé. Le partenariat public-privé est un contrat à long terme entre une partie privée et une autorité publique pour la fourniture d'une infrastructure publique ou d'un service pour lequel la partie privée supporte un certain nombre de risques et des responsabilités de gestion et d'exploitation. Le Bénin, à l'instar d'autres pays de la sous-région, a recours à cet outil pour réduire son niveau d'endettement. La mise à contribution des capacités financières du secteur privé et des marchés financiers permet d'alléger le déficit budgétaire et donc de diminuer la pression, notamment sur la dette publique. Il présente l'avantage considérable d'allouer dès le lancement des projets des ressources financières suffisantes, non seulement pour les investissements en capital, mais aussi pour les dépenses d'entretien. Les 3 P représentent aujourd'hui une option efficace pour la mobilisation rapide des ressources nécessaires au financement des projets. On marque un arrêt à l'ORTB, les hommes de l'ombre à l'ORTB, épisode 2 de cette série. Patrick Diossou nous amène à la maintenance et à l'exploitation vidéo. On découvre le chef centre et autres responsables du service technique de la télévision nationale. Suivez son reportage. Exemple parmi tant d'autres hommes de l'ombre. Francis est ici dans la pénombre de la régie FIS. Là, affalé,
Dakar sur le terrain depuis le samedi pour un direct du dimanche. Par ici, dans la clarté d'une installation. Et Francis esquisse un franc sourire, lui qui, OPS, opérateur de prise de son souvent, et OPV, opérateur de prise de vue parfois, dépend directement de la division reportage, mais travaille sur le terrain sous la coordination technique du chef centre. Le chef centre, qui est-ce? Le chef centre a de l'attribution principale. Du côté technique, il est le chef service technique dans cette tâche, c'est-à-dire il s'occupe de tout ce qui est technique. Dans l'organigramme de la télévision, le chef centre est le chef hiérarchique direct de chef division maintenance et de chef division exploitation vidéo. Et l'exploitant vidéo, c'est qui en fait? L'exploitant vidéo ou ingénieur de la vision s'occupe de l'étalonnage colorimétrique des caméras. Il effectue également la configuration et les réglages sur tous les équipements afin de concrétiser les choix artistiques établis par le directeur photo. Le directeur photo, c'est le king de profil sur la photo. On travaille aussi avec le réalisateur parce qu'on reçoit directement des ordres du réalisateur lorsqu'on est en régie pour une production multicaméra. À part le réalisateur, on travaille également avec les cadreurs. Alors, l'exploitant vidéo est présent avant, pendant et après toute émission télévisée. Du personnel aussi à la maintenance vidéo dirigée par Gildas Kouecho, dans la peau du journaliste ici. Ce serait parfait de savoir ce que fait le maintenancier vidéo. Le maintenancier vidéo, il s'occupe de la réparation de tout ce qui a rapport avec la vidéo, en l'occurrence les caméras, les magnétoscopes. Il s'occupe aussi de tout ce qui est des images qu'on doit recevoir et injecter dans une régie, la bonne qualité des images et puis assurer que ça répond quand même à tous les formats avant la diffusion. Sur le terrain, Bakary rit à peine par ici. Parfait veut bien parfaire par là. Bruno n'a pas l'air embruni, mais sourit. Les hommes vidéo de l'ORTB s'activent dans l'ombre pour mettre en lumière les images. Mettons le cap à présent sur l'université d'Abomey-Calavi. Le rang des docteurs de l'université d'Abomey-Calavi dans la spécialité dynamique des écosystèmes et aménagements du territoire s'est agrandi. C'est à la faveur de la soutenance de thèse de doctorat ce matin sur le campus par l'impétrant Ulrich Baguedi qui a soutenu la mention très honorable. Clotaire Wekou et Daniel Adan nous en disent davantage. Ovation et acclamation panégyrique de la culture marie qui en dit de long de l'issue heureuse de cette soutenance de thèse de doctorat acceptée, assortie de mentions très honorables. Dynamique des ressources en bois, énergie et impact sur les écosystèmes forestiers du bassin d'approvisionnement sud de la République du Bénin est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue par Aholidi Humbert Ulrich Baguedi. L'impétrant propose des alternatives face à l'intense déforestation touchant le périmètre sud de notre pays. Reboisement et prospection d'énergie alternative pour freiner la forte croissance urbaine, principal risque affectant le couvert végétal, forme l'ossature du document de 253 pages pondu par l'impétrant. La couverture forestière du Bénin sous l'action des activités anthropiques est en forte régression. Et cela est dû principalement à l'utilisation du bois énergie par nos populations. Alors quand on parle de bois énergie, on parle de bois de feu et charbon de bois. Les prélèvements sont importants aujourd'hui et face à la forte croissance démographique, il est important de réfléchir sur les méthodes et stratégies à développer pour pouvoir continuer par protéger nos forêts pour leur gestion durable. Cette soutenance tire une sonnette d'alarme face à la crise énergétique qui est soumise aux populations béninoises. Et il faut aussi penser aux alternatives, l'utilisation ou la sponsorisation des autres énergies alternatives pour permettre aux populations de laisser le bois progressivement, le bois de feu et le charbon de bois, et de retourner à des sources d'énergie beaucoup plus protectrices de l'environnement. Docteur Aholidi Humbert Ulrich Baguedi est de la faculté de lettres à sciences humaines de l'université d'Abomey-Calavi, de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement, filière Géographie et Gestion de l'environnement, dans la spécialité Dynamique des écosystèmes et aménagement du territoire.
Carnet noir dans cette édition. L'ORTB est en deuil. Nous pleurons depuis hier le départ prématuré de notre collègue Gontran Bidozo, journaliste précédemment en service à l'antenne régionale de l'ORTB Parakou. Michel Dakou revient ici sur les circonstances de son décès. Gontran tourne définitivement dos au vivant, mais ses récents passages au service jeudi et vendredi dernier pourraient être des signes prémonitoires d'un adieu après 6 mois d'absence. Gontran Bidozo est précédemment journaliste au centre de production télévisuelle de l'ORTB Parakou. Il entre à la station régionale de l'ORTB en 1998. D'abord animateur sur la septentrionale FM, puis au service des programmes jusqu'en 2010, où il réussit brillamment au concours d'entrée à l'École nationale d'administration ENAM. Il en sort d'ailleurs major de promotion avec une licence professionnelle en journalisme en 2013. Son film de fin d'études porte sur les talibés. Le document pose la question du droit de l'enfant, célébré cette semaine. Le deuxième objectif du millénaire pour le développement fait que tous les enfants aillent à l'école d'ici 2015. Ce vendredi 8 janvier 2016, un chien en errance renverse Gontran et sa moto à la hauteur de l'école primaire publique Zongo 2 de Parakou. Le collègue reporter est en route pour la direction départementale Bogou Alibori, chargé des relations avec les institutions. Objectif, prendre des contacts pour la réalisation de sujets TV initiés dans le cadre de la célébration du 10 janvier, fête nationale des religions endogènes. Il s'en sort avec son tibia droit fracturé. Après plusieurs mois de plâtre et de mobilité à béquille, l'intervention chirurgicale du 13 juin à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou lui est fatale. Dans le labyrinthe bien pénible d'ici bas, que quitte définitivement Gontran, devront désormais se battre la veuve, Lolita et 3 enfants. Père l'âme de notre collègue. Adjao Kofi Guillaume, l'homme de culture, a tiré sa révérence le 14 juin 2006 alors, suite à un accident vasculaire cérébral. 10 ans après, on s'en souvient, le musicien comédien Adjao Kofi Guillaume, le chanteur-compositeur de Apin glacé, était un monument en son temps et continue d'être une référence pour les temps actuels, n'est-ce pas, Patrick Diosso? Donumi, soyez les bienvenus. Un titre qui invite à entrer dans la vie de cet homme, le premier directeur du rôle des arts et l'un des tout premiers directeurs de l'office de gestion du stade de l'amitié. Adjao Kofi Guillaume reste l'un des plus importants catalyseurs du grand spectacle au Bénin, avec à la clé la promotion des artistes africains les plus illustres de son époque, entre autres Aïcha Kone, Papa Wemba, Orlus Mabele, Africando, Bébé Manga, Tchala Moana, Umbilia Bell, Nayanka Bell, Laba Sosé, Mav Kacharel, Mpongo Love et autres. Et les artistes béninois tels Saboran Danialo, Stan Toron, Vivi l'International, Angélique Kidjo. Une carrière administrative et une fibre artistique qu'il portera au paroxysme à partir des années 80, faisant vibrer les bénoumanes béninois avec des mélodies immortelles, telles Apin glacé. Élevé au grade de chevalier dans l'ordre du mérite du Bénin, il parvint à transmettre sa passion à Aliana, Anna, Sandra, Méchac et Samson, ses 5 enfants tout aussi imbus de l'art. C'est à juste titre qu'il chante Vignon, le bonheur d'avoir un enfant. Vignon, homme de théâtre, il était aussi membre fondateur de la troupe théâtrale scolaire Les Cerveaux Noirs en 1966. Ici, il illustra en tant que comédien hors pair La Marmite de Koukambala de Guy Memba, Kondo le requin et la secrétaire particulière de Jean Plia. Ce sont des pièces qui le hissèrent au firmament de la gloire théâtrale. Et c'est justement dès son retour universitaire de Paris en 1973 qu'il rencontra sur les planches son épouse Agnès Migan. Emporté en 2006 par un AVC, accident vasculaire cérébral, à l'âge de 58 ans, Kofi Guillaume Adjao reste à jamais gravé dans les mémoires, surtout avec ce chant qui martèle l'ouverture des ballets scolaires. Donumi.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité, c'est aussi sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité, à très bientôt.